Il est 9h10 à Tel Aviv, on entame notre deuxième heure d'info du journal du matin. Merci à vous de nous être fidèles. Il doit célébrer son 16e anniversaire. La semaine prochaine, le très jeune auteur de l'agression antisémite à Marseille dit avoir agi au nom de l'État islamique. Un jeune Turc d'origine kurde n'avait ni antécédents judiciaires ni troubles psychiatriques. Il n'était pas non plus connu des services de renseignement. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Joseph Emmanuel avec Myriam Aman. Marseille, 9e arrondissement. Nous sommes dans un quartier où vit une importante communauté juive. Benjamin, un enseignant de 35 ans portant la kippa, se rend dans l'école juive dans laquelle il enseigne. Un jeune homme de 15 ans se rue sur lui, il tient en main une machette, crie Allah Akbar et porte plusieurs coups. Le livre de prière que Benjamin tient dans ses bras lui sert alors de bouclier. La victime s'en sort avec quelques blessures à la main et au dos. L'agresseur, arrêté quelques instants plus tard, est un Turc, inconnu des services de renseignement. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. Il est totalement inconnu des services de police et totalement inconnu des services de justice. Les représentants des organisations juives de Marseille se sont rendus immédiatement sur les lieux de l'agression. Ce n'est pas un jeune homme dérangé, ce n'est pas un jeune homme handicapé, c'est un jeune homme qui est un bon élève, est un bon élément et qui ce matin, pour quelle raison, sort avec une machette pour venir frapper on ne sait qui. Du côté des politiques, le gouvernement a dénoncé en bloc une agression abjecte. Cette agression dont le caractère antisémite est avéré nous révulse tous. Et elle démontre encore une fois l'état aussi de notre société. Après les revendications de l'assaillant, le parquet antiterroriste a été saisi. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme a été ouverte. Virginie Belaïch, bonjour. Alors, ce qui surprend, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est la jeunesse finalement de cet agresseur. La première porte vers la Syrie qui est, et on en voit une preuve de plus aujourd'hui, les réseaux sociaux. Oui, effectivement. On compte aujourd'hui des milliers de profils Facebook et 40 000 comptes Twitter actifs de recruteurs. On connaissait les prêcheurs au pied des tours. Aujourd'hui, les recruteurs sont derrière leurs écrans. Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, tous les réseaux sociaux de façon générale. Ces réseaux sur lesquels les ados passent des heures sur leur téléphone portable en dehors de tout contrôle parental. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Un adolescent reçoit son premier téléphone portable à l'âge de 11 ans. L'embrigadement, exactement, est bien rodé et il est surtout très rapide. Anne Erel le décrit très bien, c'est une journaliste. Elle a signé une enquête dans un magazine sur l'embrigadement des djihadistes et elle a voulu aller plus loin, elle a fait un livre. Elle a ouvert un profil Facebook, elle s'est appelée Mélanie. En quelques minutes, des dizaines de demandes d'amis, des photos de décapitation. Tout commence à se mettre en place et elle rencontre un certain Bilal qui s'avérera plus tard être un proche d'al-Baghdadi. Et là, il y a un mélange de drague un peu forcée, de vidéos de décapitation. Serge Effès, qui est un célèbre psychiatre français, parle d'un phénomène hypnotique. Ces images désensibilisent les adolescents et donc ouvrent la porte à l'embrigadement et au départ. Alors justement, cet endoctrinement politique, c'est la première étape et puis le tout après, c'est de les faire venir. Effectivement, on les fait venir, on leur promet le mariage. Assez vite, donc cette Mélanie reçoit une demande en mariage en bonne et due forme. On leur promet une vie meilleure. Et surtout, ce qu'elle explique, c'est qu'on étudie bien le profil du candidat au djihad. Si par exemple, il aime les armes à feu, on lui propose d'intégrer les unités combattantes. Si elle dit que finalement, elle n'a pas assez le moyen de s'habiller en France, on lui dit ne t'inquiète pas, en Syrie tu auras suffisamment d'argent, le pouvoir d'achat est plus important. Tout ça finalement est un système qui est bien rodé et qui s'auto-alimente puisque ceux qui sont partis se filment et mettent sur les mêmes réseaux sociaux qui les ont recrutés des vidéos, donc c'est un système qui s'auto-alimente. Merci beaucoup Virginie pour ces explications. Alors c'est peut-être l'une des conséquences du débat provoqué par la décision de François Hollande d'introduire la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux dans la révision constitutionnelle. La question de l'organisation d'une primaire à gauche pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2017 est donc de nouveau posée. On fait le point en images. Rassembler, telle est l'idée de Libération pour les primaires à gauche. Le quotidien publie ce lundi un appel signé par des intellectuels et des élus comme Thomas Piketty, Daniel Cohn-Bendit ou encore Yannick Jadot. L'idée, voir François Hollande, le président sortant, aux côtés d'Arnaud Montebourg, de Cécile Duflot ou encore de Jean-Luc Mélenchon, tous s'affrontant dans une compétition à la loyale. L'idée, c'est de transformer les divisions
en discussion. Et donc de réunir tout le monde. C'est-à-dire que ça va de Mélenchon à Macron. Et donc, ça n'est pas du tout un appel dirigé contre l'un ou contre l'autre. Évidemment, ça suppose que les uns et les autres observent une sorte d'inflexion, et donc le gouvernement actuel soit un peu moins social-libéral, on peut le supposer en tout cas, et que l'extrême gauche mette un peu d'eau dans son vin. Un rêve qui est encore loin de devenir réalité. Depuis des semaines, la gauche ne cesse de se diviser. François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls sont accusés de mener une ligne social-démocrate, une ligne politique qui déplaît, qui s'éloigne des valeurs traditionnelles socialistes selon certains. Les raisons de cette fracture ne datent pas d'hier, mais elles ont été renforcées depuis les réponses du gouvernement Valls aux attentats du 13 novembre, la déchéance de nationalité pour les binationaux, une idée qui ne passe pas au sein de la gauche. Pour certains, cette loi pourrait créer des stigmatisations. Manuel Valls souhaite aussi inscrire les mesures de l'état d'urgence dans la Constitution, une trahison selon certains et qui est encore loin de faire l'unanimité à gauche. Et des primaires à gauche en France, on passe aux primaires à droite en Israël. Dror, rebonjour, merci d'être avec nous. Alors Netanyahou, qui est finalement candidat à sa propre succession, est-ce qu'il n'a vraiment aucun souci à se faire ? Pas vraiment, parce que lorsque dans des élections où il n'y a qu'un seul candidat, eh bien le candidat a des soucis à se faire. D'une part, il y a un problème d'image, parce que lorsqu'on a un scrutin où il n'y a pas de bulletin pour et contre, mais un bulletin qui porte le nom du seul candidat et un bulletin blanc, eh bien, ça rappelle des méthodes qui sont même assez éloignées de la culture politique démocratique israélienne. Et puis, il y a un autre risque du point de vue de Benjamin Netanyahou, eh bien, c'est le risque face au manque d'enjeux finalement dans ce scrutin qui aura lieu le 23 février prochain. Eh bien, les électeurs qui sont les membres du parti au pouvoir, qui sont les membres du Likoud, ne se déplaceront pas ou se déplaceront peu. Et donc, Netanyahou risque d'être mal élu. Alors, il va remporter ces élections, bien évidemment. Mais est-ce qu'il va sortir véritablement gagnant ? Ça, c'est une autre question. Une autre question, mais comment on en est arrivé à cette situation finalement au sein du Likoud ? Écoutez, déjà, Benjamin Netanyahou a eu ce coup de génie politique. Et on est coutumier de ce genre de coup de génie de la part du Premier ministre israélien en termes de tactique politique. Il a décidé d'avancer la date des élections primaires. Elles auraient dû avoir lieu en principe 6 mois avant les élections générales, avant les prochaines élections à la Knesset. Mais il a décidé de les avancer donc, au 23 février prochain, dans quelques semaines. Ce qui, bien évidemment, a eu pour effet, Nathalie, de couper l'herbe sous le pied des adversaires potentiels de Netanyahou. Et on sait que Netanyahou aime bien faire le vide autour de lui. Il n'y a aucun dauphin, aucun candidat potentiel à la succession de Netanyahou pour l'instant. Merci beaucoup, Dror, pour ces explications. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actualité. On préfère en images. Des millions de dollars en cash, c'est ce qui a été visé par la coalition internationale cette nuit en Irak. Une réserve d'argent liquide a été détruite à Mossoul, au nord du pays. John Kerry reçoit le roi Abdallah de Jordanie à Washington. Le secrétaire d'État américain a réclamé hier un accès humanitaire complet aux villes assiégées en Syrie, comme par exemple la localité de Madaya, où des premiers convois sont entrés pour venir en aide à une population en proie à la famine. Et puis il sera inhumé dans la plus stricte intimité. Michel Galabru reposera au cimetière de Montmartre. Il laisse derrière lui une filmographie longue de plus de 250 longs métrages et téléfilms. « 21 maisons d'édition, 86 pays différents. Voilà donc l'étendue de la publication du premier livre du pape François, un opus signé de sa main qui sort aujourd'hui et qui s'intitule « Le nom de Dieu et miséricorde ». Gabriel Nolin nous en dit plus, on décryptera ensuite la campagne de com' juste après. En lettres rouges et écrit de sa propre main, « Le nom de Dieu et miséricorde ». C'est le titre du livre du pape qui paraît ce mardi dans 84 pays. Un ouvrage d'entretien avec le vaticaniste italien Andrea Tornielli, publié dans 6 langues européennes, dont le français. Il s'agit d'une réflexion sur le pardon que Dieu accorde aux hommes. Dans le livre, le souverain pontife explique non seulement aux initiés, mais aussi aux profanes, le concept de la miséricorde. Des extraits étaient déjà disponibles avant la parution du livre, dans lesquels le pape se décrit comme un pécheur, qui lui-même a besoin de miséricorde de Dieu. C'est le premier livre de Jorge Bergoglio depuis qu'il a endossé les habits de pape. Ce n'est pas pour autant sa première publication. Son encyclique, Laudato Si, paru en 2015, s'était écoulé à de nombreux exemplaires. Le nom de Dieu et miséricorde promet de connaître le même succès.
Voilà, alors on va tout de suite parler de cette stratégie de communication du pape François. C'est le premier livre qui est publié par un pape alors qu'il est toujours en fonction. On en parlera dans quelques instants. On recevra Rudy Saada sur cette question de la stratégie de communication par le Vatican. Mais pour l'heure, Lionel Messi, un autre pape dans sa fonction. Sans surprise, pour la 5e fois, il remporte le Ballon d'Or. Il a dit vivre un moment très particulier et a remercié le foot en général. Regardez. La surprise aurait été qu'il ne l'ait pas. Lionel Messi. Pour la 5e fois, c'est Lionel Messi qui rafle le Ballon d'Or. Il succède donc à Cristiano Ronaldo, beau perdant, qui se voit félicité par le lauréat. Je pense que Cristiano a beaucoup de qualités, beaucoup de bonnes choses que les joueurs voudraient avoir. Nous avons chacun nos personnalités. Neymar faisait également partie des nominés au Ballon d'Or. Cette récompense vient couronner une année exceptionnelle pour Lionel Messi, mais aussi pour ses coéquipiers. Neymar et Suarez, avec Messi, un trio quasiment imbattable à Barcelone. Ligue des Champions, Coupe intercontinentale, Coupe d'Espagne et Supercoupe. Ils ont pratiquement tout gagné ensemble en 2015. C'est donc un peu le FC Barcelone qui remporte le Ballon d'Or. Messi a donc su réagir après une année 2014 compliquée, blessé, méconnaissable par moments. Il a reconnu avoir été en dessous de son niveau habituel. Mais à 27 ans, le ballon continue de lui coller aux pieds comme jamais. Messi régale ses fans. Pour cette seule semaine, il a marqué 3 buts contre Grenade. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. Boulimique, il a même ajouté à son palmarès le titre de meilleur passeur. Et voilà, de Messi, on passe à présent au pape. Vous avez aimé ma transition ? Oui, bien sûr. Oui. Mais surtout que les deux sont argentins. Autrement gare à vous, de toute façon, exactement. Alors, pourquoi ce livre du pape qui sort donc aujourd'hui dans plus de 86 pays ? Pourquoi c'est déjà un succès ? Bien, déjà, on l'a dit et on l'a répété, ce pape n'est définitivement pas un pape comme un autre. Sa popularité, elle est exceptionnelle. Regardez, 84% de popularité en Europe, 78% aux États-Unis, 72% en Amérique latine. C'est absolument exceptionnel. Et ce qui est plus exceptionnel, c'est finalement que cette popularité, elle est très forte chez les non-catholiques. Alors, quand celui qui a été désigné homme de l'année 2013 sort son premier livre, eh bien, on s'attend à un véritable succès d'édition. Alors, il avait, on l'a vu dans le reportage, déjà sorti ce qu'on appelle une encyclique en 2015. Une encyclique, c'est une lettre qui est adressée par le pape à tous les évêques et à tous les fidèles. Alors, cette lettre, elle est libre de droit. Et elle s'appelait Loué sois-tu, c'était son nom. Elle avait quand même été écoulée à plus de 100 000 exemplaires en même pas 10 jours. Alors, pourquoi je vous rappelle cela ? Parce que l'ouvrage qui sort, lui, c'est un livre et donc il n'est absolument pas libre de droit. Et ça fait une certaine différence. Alors du coup, ça pose la question des revenus. Est-ce que c'est une source de revenus pour le Vatican ? Alors ça peut paraître totalement anecdotique, mais effectivement, la fonction papale rime souvent avec grand succès d'édition, voire phénomène en librairie, et donc avec revenus juteux. Alors Télérama nous rappelle que Benoît XVI a vendu 500 000 livres durant son pontificat, ce qui fait au final une somme de 5 millions d'euros, rien qu'entre la période 2005-2010, directement dans les caisses du Vatican. Alors on attend une ruée dans les librairies pour ce livre, sachant que lorsque le pape, Jorge Bergoglio, a été élu pape à l'époque, les ventes de livres qui lui ont été consacrés avant ont littéralement explosé lors de cette première semaine. Alors pourquoi un livre finalement ? On sait que son année de jubilé a été lancée le 8 décembre dernier et le pape qui distille sa parole sur les réseaux sociaux, on le sait, très actif sur Facebook et sur Twitter. Alors c'est vrai que c'est ce qui le différencie avec ses prédécesseurs. François, c'est un pape connecté, il a 15 millions d'abonnés sur Twitter en 9 langues, mais sortir d'un livre d'entretien, en fait, c'est une manière définitivement d'imposer un style, de marquer un style dans le marbre, celui d'un homme qui veut une église, il le dit, une église en sortie, qui va à la rencontre des pécheurs et leur tend la main. Ne jugez pas, c'est une de ses grandes phrases, et c'est l'une de ses grandes phrases même du livre et aussi de son pontificat. Alors, dans Dieu et Miséricorde, le livre qui sort, il donne des conseils à l'église, aux gens qui vivent dans l'église, mais surtout, il développe
développe sa propre vision de la fonction papale. Et aussi connecté qu'il puisse être, on ne peut pas autant développer de choses en 140 caractères, d'où ce livre. Merci beaucoup Rudy pour ces explications. Alors vous restez avec nous puisque juste après un nouveau point sur l'actu, on parlera d'Agatha Christie. Elle est morte il y a 40 ans et au cours de sa prolifique carrière, elle a tué des centaines de personnes avec une arme ultime, celle qu'elle affectionnait par-dessus tout, le poison. C'est finalement normal pour une jeune diplômée en pharmacie. Alors qu'est-ce qui la rend immortelle? Je suis sûre Rudy que vous vous posez la question. Eh bien c'est Virginie Belaïch qui tentera d'élucider